Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors hier, on a testé la RTX 4060 Ti Founders Edition. Et bien aujourd'hui, j'ai une petite custom à vous présenter aussi. C'est la carte de chez Palit, la petite Dual OC. Voyons voir ce que ça donne, allons-y, c'est parti. Alors pour les modèles custom, ben c'est un petit peu comme la dernière fois, au moment de la sortie de la 4070, j'avais testé un modèle de chez Gainward. Ben ici ça va fonctionner un petit peu de la même façon, je vais pas refaire tous les tests du GPU avec le modèle custom par rapport au modèle Founders Edition, tout simplement parce que la plupart du temps ça ne change quasiment rien. Et c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit, puisque la plupart du temps, sur les GPU, ce qui va surtout changer, ben, c'est le système de refroidissement, justement, la performance de celui-ci, puisqu'au niveau des performances de la carte elle-même, les trois quarts du temps, il n'y a quasiment aucun changement, que ce soit un modèle overclocké ou pas overclocké. Et la plupart du temps, vous pouvez aussi overclocker votre GPU, ça prend 3 clics, ça change rien. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser au modèle de chez Palit, c'est la Palit Dual, donc c'est le modèle le plus entrée de gamme que l'on retrouve chez Palit. Alors Palit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société assez ancienne, c'est une société taïwanaise, et ils sont dans le monde du GPU maintenant depuis de très nombreuses années, et c'est également à Palit qu'appartient la marque Gainward, qui est un petit peu plus présente en Europe, mais dans le reste du monde, Palit est plus connu dans l'ensemble. Et c'est pas parce que Palit est une marque un petit peu moins connue en Europe et en France particulièrement, que les produits ne sont pas bons. Par exemple, moi, par le passé, quand j'habitais au Royaume-Uni, j'ai eu par exemple un modèle Palit Jetstream, c'était une GTX 1060, et j'en étais vraiment très satisfait. Mais bon, revenons à notre modèle de 4060 Ti. Alors déjà, il y a plusieurs points relativement importants par rapport, par exemple, au modèle de chez Gainward que j'avais testé la dernière fois. C'est déjà qu'il y a quand même quelques similitudes entre les deux marques, puisque par exemple la backplate que l'on peut voir ici, eh bien c'est vrai que pour la 4060 Ti et la 4070, on retrouve plus ou moins le même design pour la backplate, c'est quasiment exactement la même, c'est juste que la taille est légèrement différente. Et donc de ce point de vue-là, j'ai un petit peu les mêmes critiques en fait. Personnellement, je suis pas très fan des autocollants qui se placent ici, ou du gros logo GeForce RTX, même si, bon, s'il était tout seul et qu'il n'y avait pas tout ce qui est autocollant à côté, ça passerait un petit peu mieux. Alors après, bien évidemment, comme on est sur de l'entrée de gamme, c'est une backplate en plastique. Je sais, pour certains ça plaira pas, mais après on est sur une carte qui consomme 150 watts environ. La backplate en plastique, on va dire que c'est pas un drame. Sinon, en ce qui concerne le design de la carte, au niveau du look, personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour cette carte de chez Palit que la 4070 Gainward de la dernière fois, puisque je trouve que dans l'ensemble c'est un petit peu plus sobre encore. Je préfère le design global de celle-ci par rapport à l'autre. Par contre, j'ai un petit reproche à faire du côté de la tranche de la carte, par rapport à la Gainward de l'autre qui était plutôt propre de ce côté-là. Et bien ici, il y a des câbles apparents, et on voit aussi un des petits supports en plastique qui vient se coller à la backplate. Personnellement, je suis pas méga fan, puisque c'est un petit peu dommage de voir des câbles de ce côté-là. Généralement, c'est un petit peu mieux quand ils sont de l'autre côté. Autre différence notable avec les 4060 Ti par rapport aux 4070, je sais pas si vous vous souvenez, mais avec les 4070, il y avait les modèles, je dirais, entrée de gamme qui étaient vendus au tarif MSRP et qui étaient avec un connecteur 8 pins uniquement. Et sur le haut de gamme, on avait des cartes avec le connecteur 12 volts sur les GeForce 4000. Et en fait, ces cartes avec le connecteur 12 volts, ça permettait d'envoyer un petit peu plus de jus vers la carte, donc potentiellement un petit peu plus de marge du côté de l'overclocking que les modèles les moins chers. Ici, par contre, ce sera pas la même chose. On aura aussi très probablement des modèles de cartes avec le nouveau connecteur, et aussi des modèles de cartes avec le connecteur 8 pins classique. On est sur une carte qui consomme 150 watts. Quoi qu'il arrive, même les modèles overclockés peuvent être équipés d'un connecteur 8 pins ici, ça posera pas de problème. Et au niveau de la taille de la carte, c'est plutôt compact dans l'ensemble, on est sur du double ventilateur très classique. Au niveau de la longueur, c'est 24,8 cm, donc ça devrait rentrer dans la majorité des boîtiers. Au niveau de la hauteur de la carte, c'est 11,8 cm, et au niveau de l'épaisseur, c'est 3,8, donc c'est plutôt passe-partout de ce côté-là. Et au niveau du système de refroidissement, c'est du très classique, on a notre grille en aluminium, avec nos 3 heat pipes à l'intérieur. Donc au niveau des dimensions, par exemple, elle est légèrement plus grande que le modèle Founders Edition, par contre au niveau du poids, elle est quand même largement plus légère, puisque la Founders Edition, elle fait plus d'1 kg, c'est 1,03 kg, quand ici, pour ce modèle de carte de chez Palit, on est sur quelque chose qui fait 600 grammes, donc c'est vraiment beaucoup plus léger.
Sinon, comme je le disais précédemment, on est sur un modèle overclocké ici, puisque la fréquence boost annoncée est de 2685 MHz, là où sur le modèle Founders Edition, on est sur du 2535. Alors après, c'est à nuancer aussi, puisqu'en réalité, la plupart des cartes vont aller booster bien au-delà de ça, même à stock, et la Founders Edition et le modèle de chez Palit en réalité avaient des fréquences très similaires au final. Et autre différence avec le modèle Founders Edition, eh bien c'est qu'avec la carte de chez Palit, on peut aller jusqu'à 18% en plus au niveau du power limit, tandis qu'avec le modèle Founders Edition, on est bloqué à 9%. Et le power limit un petit peu plus élevé, en théorie ça devrait pouvoir permettre de stabiliser la carte avec une fréquence légèrement plus élevée, même si là encore une fois c'est pas garanti du tout. Donc j'ai fait quelques tests sur Fortnite pour voir un petit peu comment la carte se comporte par rapport au modèle Founders Edition. Donc on va regarder un petit peu ici ce que ça donne. Donc déjà ce que l'on peut observer, eh bien, c'est qu'à stock, au niveau des fréquences maximum obtenues, sans overclocking, eh bien on voit déjà d'emblée que le modèle Founders Edition va légèrement plus haut, puisque la Founders Edition montait jusqu'à 2811 MHz, là où la carte de chez Palit était arrivée jusque 2775. Donc comme je le disais tout à l'heure, la fréquence boost annoncée, c'est pas vraiment celle qu'on va retrouver en pratique, puisque pour rappel, pour la Founders Edition, normalement on doit tourner aux alentours des 2500 MHz, on est largement au-dessus de ça. Et ce que l'on peut noter aussi, eh bien, c'est que les 30 MHz de différence, en réalité, ça ne change quasiment rien. On est sur 109 FPS de moyenne contre 110, et au niveau des 1%, c'est à égalité. Donc bon, en vrai, c'est exactement la même chose. Par contre, au niveau de la consommation, la carte de chez Palit consomme un petit peu plus, puisqu'on est à 167 watts au lieu de 153. Et au niveau de l'overclocking maximum que j'ai réussi à atteindre, eh bien comme vous pouvez le voir ici, on arrive sur quelque chose de vraiment très similaire, puisqu'avec la Founders Edition, je pouvais rajouter 150 MHz au corps et 600 à la RAM, j'arrivais à 162 watts de consommation, et au niveau de la fréquence GPU, ça venait toper les 2955 MHz. Avec la carte de chez Palit par contre, même si je pouvais rajouter 175 MHz de plus au corps, au niveau de la RAM, j'ai laissé à 600 MHz aussi, mais ça fait qu'on arrivait à 2940 MHz, seulement je dirais entre guillemets, et avec une consommation de 174 watts, donc c'est légèrement plus élevé encore une fois au niveau de la conso, et on arrive à une fréquence légèrement moins élevée. Pour autant, au niveau des performances, ça change rien du tout. On se retrouve encore une fois avec 1 FPS en moyenne en moins, et au niveau des 1% c'est la même chose. Malgré tout, par rapport à la carte à stock, pour les deux cartes, on gagnait environ 5% de performance en plus. Par contre, quand on descend le power limit et qu'on laisse l'overclocking comme il était auparavant, on voit qu'avec le modèle Founders Edition, à 80% de power limit, avec 150 MHz au corps et 600 à la RAM, on arrive à 140 watts de conso et 2804 MHz au niveau de la fréquence du corps, et on arrive à des performances légèrement supérieures à ce qu'on avait à stock. Par contre avec la Palit, c'est légèrement moins bien ici, puisqu'à 80%, même si on rajoute 175 MHz au corps et 600 à la RAM, et bien au niveau de la fréquence maximale, on voit qu'on arrive à 2745 MHz uniquement, donc très clairement au niveau du corps, les fréquences sont la plupart du temps légèrement moins bonnes que sur le modèle Founders Edition, et ça veut tout simplement dire que la puce qui est sur la carte Founders Edition que j'ai en ma possession actuellement est légèrement plus performante que la puce qui est sur le modèle de chez Palit. Alors c'est pas de la faute de chez Palit, c'est tout simplement la Silicon Lottery. Donc bon, ici on obtient des performances légèrement moins bonnes en toute logique. Pour autant, on a quand même diminué la consommation assez significativement par rapport à stock, et on a des performances quasiment identiques. En ce qui concerne le bruit et les températures, alors ici en réalité au niveau des températures, les deux cartes se comportent de la même façon, puisque moi peu importe ce que je faisais, que ce soit la FE ou le modèle de chez Palit, la carte ne dépassait pas les 65 degrés. Par contre au niveau du bruit généré, très clairement la carte de chez Palit est légèrement plus bruyante que le modèle Founders Edition. Par contre sur ma FE, j'avais un léger cold whine, sur le modèle de chez Palit j'en avais pas, donc bon, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui vous paraît le plus embêtant? Ça reste à vous de voir. Au niveau du bruit de la carte, bon, c'est pas la carte la plus silencieuse que j'ai jamais eue, très clairement, mais c'est pas non plus une catastrophe. J'ai bien pire en ma possession, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, la 3080 de chez Gigabyte, c'est une catastrophe totale. Pour la carte de chez Palit, on est à 42.6 dBA contre 41.7 pour le modèle Founders Edition, donc elle est clairement légèrement plus audible. On est plus ou moins au même niveau de bruit que la 3070 Founders Edition, qui est un modèle relativement discret dans l'ensemble. Et en plus, comme la carte ne chauffe pas vraiment beaucoup de base, il y a aussi de la marge du côté de la courbe de ventilation, si vous voulez laisser la carte chauffer un petit peu plus, pour que les ventilateurs tournent un petit peu moins vite, ça vous permettra de gagner un petit peu sur le silence aussi.
Autre petite précision, on a un mode 0 dB sur la carte, donc ça veut dire que les ventilos, quand on est en idle, quand on ne fait rien, bah, les ventilos s'éteignent, donc ça ne fait aucun bruit, ça c'est plutôt cool. Et on a aussi un petit liseré RGB ici, que vous pouvez allumer, que vous pouvez changer, ou vous pouvez laisser éteint aussi si vous voulez quelque chose de sobre. Et une fois qu'on a dit tout ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait pour cette petite carte de chez Palit. C'est une 4060 Ti comme les autres, puisque comme on vient de le voir, il n'y a rien qui va mal. Au niveau des températures, c'est plutôt très bon, puisqu'on ne dépasse pas les 65 degrés. Au niveau du système de refroidissement, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus discret, mais il y a de la marge au niveau des températures, donc ça veut dire aussi qu'on peut ajuster la courbe de ventilation pour avoir quelque chose de plus discret. Et en dehors de ça, au niveau des performances, ça performe comme une 4060 Ti. Donc il n'y a rien qui va mal ici. Je fais un petit peu le parallèle avec la 4070 Gainward de la dernière fois. C'était pas le meilleur modèle custom, mais la plupart du temps c'était aussi la carte la moins chère disponible sur le marché. Donc, même si c'est la moins bonne, ça ne veut pas dire que c'est inutilisable ou qu'elle fait un boucan absolument démentiel. C'était pas le cas, c'est juste qu'il y avait des meilleurs modèles chez la concurrence, donc quand c'est au même prix, évidemment, achetez le meilleur modèle. Par contre, s'il y a une différence de tarif significative, c'est à mettre dans la balance et acheter au mieux selon votre budget aussi. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui pour ce modèle custom. J'espère que vous avez apprécié ce petit test pour cette 4060 Ti. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!